chaleureux de la part de Tempo Africa TV qui vous offre aujourd'hui une émission spéciale Thomas Isidore Noël Sankara. En fait, qui était cet homme? Qu'était-il? Que voulait-il? Et surtout, pourquoi est-il passé comme un éclair dans la vie de tant de millions d'Africains? Chacun de nous n'a pas une entièreté totale de Thomas Sankara, que des particules, que des souvenirs. Parce que cet homme est passé si vite qu'on ne l'a pas vu, qu'on ne l'a presque pas remarqué. Certains l'ont vu à un brin de seconde, certains l'ont entendu, que rien que sa voix, certains sur les écrans de passage, une image, mais aujourd'hui en Afrique, il n'y a que les logos de Thomas Sankara un peu scotchés partout. Qui était Thomas Sankara? C'est la grande question. Moi, je l'appelle personnellement le dernier héros africain. Les Africains l'appellent le Tché africain. Aujourd'hui, le nom Sankara veut dire pour tous les Africains intègre. Lorsque l'Africain entend le mot intègre, il pense Sankara. Alors, je vais remercier les invités sur ce plateau et les téléspectateurs qui sont mobilisés devant leur écran, les auditeurs également. Sans plus tarder, nous allons commencer cette émission et je vais passer la parole à monsieur Diawara, j'ai monsieur Mathieu, j'ai monsieur Alassane. Mais je vais quand même rendre hommage avant de passer à monsieur Diawara à celui qui a senti la même saveur, la même senteur de la terre burkinabé. Et je remercie très profondément, très sincèrement, monsieur Alassane. Alors, monsieur Alassane, le 4 août 1983, c'est la grande révolution, un changement dans le pays. Vous aviez quel âge? Qu'est-ce que vous ressentez à ce moment? Oh, merci la question, Jean-Pierre. Bon, je me rappelle comme si c'était hier, le 4 août 83. En ce moment, je venais de rentrer nouvellement au lycée. J'étais en classe de 6e. D'accord. Quand la révolution a déclenché. Donc, c'était l'euphorie totale. Et, des leaders charismatiques, un groupe de militaires qui s'est emparé du pouvoir avec des idéaux. Donc, ils ont galvanisé la troupe. Ils sont emparés du pouvoir, mais on dit que la population dont vous faisiez partie, vous avez pris au contraire le devant. Ce n'est vraiment pas comme un putsch ou un coup d'État, mais c'est plutôt que ça a été animé par le peuple, par vous. Est-ce que c'est vrai? Oui, parce que auparavant, quand Sankara était Premier ministre, il a été arrêté. Ça a été un test. Son arrestation a été un test pour mesurer sa popularité. Tous les élèves et étudiants sont descendus dans les rues pour réclamer sa libération. Mais est-ce qu'avant, vous sentiez que cet homme allait devenir un jour le leader du Burkina? Oui, tout à fait, oui, parce qu'il a connu la traversée du désert, comme on le dit, parce qu'il était ministre dans le gouvernement Césaire-Beau, ministre de l'information. Il a claqué la porte. Il n'arrivait pas à faire passer ses points de vue. C'est en ce moment il a claqué la porte tout en disant malheur à ceux qui bâillonnent leur peuple. Mais est-ce qu'avant cela, oui, est-ce qu'il avait déjà des messages? Parce que je me rappelle, si l'histoire je me souviens très bien que Mao Tse-tung, par exemple, avait déjà commencé dans des petits villages avant de planifier la prise de pouvoir. Est-ce que Thomas Sankara était déjà une star? Un genou qui se faisait déjà voir? Oh non, en fait, Thomas Sankara, il s'est fait déclarer. Je dirais que, il s'est fait connu, c'est lors de la guerre de 74 qu'il s'est fait connu, il a dirigé la troupe. Donc c'est à partir de ce moment, les gens ont senti que non, c'était un patriote. Mais après cette période, il ne s'est pas trop manifesté. Ils étaient en groupuscule, ils parlaient du communisme, marxisme, léninisme, avec ses compagnons comme Blaise Compaoré, Henri Zongo, Lengani. C'était des officiers militaires qui venaient de finir, qui sont passés par les académies militaires. Donc,
Bon, c'est en ce moment, ils préparaient peu à peu le terrain pour voir comment ils allaient bon, investir le champ politique. Et alors, Thomas Sankara prend le pouvoir, d'accord? 83-84. Est-ce que le Burkinabé sent un changement dans sa vie sociale? Où il n'y a que l'euphorie de la joie, qui fait oublier la faim, qui fait oublier tous les problèmes. Alors, qu'est-ce que c'est exactement? De 83 à 84, une année. Oui. Est-ce qu'il y a un changement social palpable de la part de la population? Oui, bon, enfin, parce qu'à travers déjà le discours d'orientation politique qu'il a prononcé le 2 octobre 83, on a senti déjà que bon, il avait quand même des ambitions. Donc automatiquement, ça a créé une sorte d'euphorie, une sorte en fait, d'enthousiasme envers le mouvement révolutionnaire. C'est à partir de ce moment que les gens ont commencé à voir réellement la vision de l'homme qu'est Thomas Sankara. Est-ce que vous êtes d'accord qu'avec les recherches de Jean Ziegler sur les pays africains sur l'alimentation, qui dit qu'en 1984, une année, 2 ans, Thomas Sankara avait réussi à autosuffire le Burkina? Est-ce que réellement vous arriviez quand même à avoir au moins 2 plats par jour? Bon, du point de vue production alimentaire, il y a quand même eu une amélioration parce qu'il avait réquisitionné tous les bas-fonds, les terres fertiles. Il avait commencé à déployer les prétendants à la fonction publique. Parce que pour entrer dans la fonction publique, il fallait faire un service militaire plus production. Donc tout ce qui faisait la production se passait dans les champs. Donc ça a permis quand même de booster. Et malgré cette amélioration, est-ce qu'il y avait, vous sentiez qu'il y avait quelques opposants? Des mécontentements déjà? Enfin, aucun système n'est parfait. Parce même si le peuple mange à sa faim, il y a eu quand même un changement notable. D'accord, monsieur Alassane. Alors, en 5 secondes, qui est Thomas Sankara? Dans un flash éclair. Il est passé dans votre vie comme un éclair. Comme un éclair, je vous pose la question. Qui est Thomas Sankara? Bon, Thomas Sankara, bon, je disais que c'était un leader panafricaniste, nationaliste, qui a voulu quand même rompre avec le passé. Son idéologie principale, c'était que bon, il fallait que nous comptions sur nos propres forces d'abord, avant de vouloir rechercher l'aide ailleurs. Donc, pour vous, quand vous pensez de Thomas Sankara, vous pensez autosuffisance? Tout à fait. Monsieur Diawa, en 5 secondes, Thomas Sankara, qu'est-ce que ça vous dit? Merci d'abord de m'avoir sur ce plateau. Moi, je vais décrire Thomas Sankara comme quelqu'un qui était d'une ténacité exemplaire. Une ténacité exemplaire, inaccessible. Par ténacité, qu'est-ce que vous voulez dire? Inaccessible au découragement. Par ténacité, ce que je veux dire, voilà un homme, voilà un militaire, un jeune gens qui vient, qui n'avait pas froid aux yeux d'exprimer ses idées, qui n'avait pas froid aux yeux de prendre des décisions tout en sachant que ça peut être contesté par le peuple. Thomas Sankara a eu du mal pour la première année à faire comprendre son peuple d'où il venait et où il voulait partir avec le peuple. Mais en un an, je pense que Thomas Sankara a finalement été compris par cette classe ouvrière qu'il décrit oubliée, et ce qui était quelque chose de très vrai. Donc moi, ma description de Thomas Sankara, c'est quelqu'un qui était d'une ténacité exemplaire, inaccessible au découragement. D'accord. Alors, monsieur Mathieu, qu'est-ce que vous dites pour, en un éclair, Thomas Sankara, en 5 secondes? En 5 secondes, je dirais que d'abord, je ne suis pas Emmanuel, c'est Samuel. Ah, Samuel, pardon, je m'excuse. En 5 secondes, je vais vous dire que Thomas Sankara, c'est le jeune président intègre que l'Afrique ait connu. D'accord. L'Afrique a connu tant d'héros. Je peux en citer Amilcar Cabral, il y a Lumumba, il y a Marengwabi. Qu'est-ce qui fait la particularité de Thomas Sankara pour que vous soyez ici aujourd'hui, réunis pour parler spécialement de cet homme? Qu'est-ce qu'il avait de si spécial par rapport aux autres? Monsieur Alassane?
bien qu'il soit burkinabé comme vous. Oui, enfin, je peux dire quelque chose là-dessus. La particularité de Thomas Sankara, c'est que quand Thomas Sankara est venu au pouvoir, il a voulu s'attaquer aux grands mots, qu'est le sous-développement, la misère. Bon, il a voulu s'attaquer à ces mots au niveau national. Et pas aussi cela. Bon, il a voulu aussi coopérer pour que tous les autres peuples qui sentent des difficultés soient adhérer à leur cause, comme la lutte contre l'apartheid, tout l'impérialisme en fait qui empêchait le développement de l'Afrique. Il a voulu vraiment s'attaquer à ce grand système. Et au niveau national, il a voulu aller vite en besoin, c'est-à-dire résoudre beaucoup de problèmes en un temps record. Et quand même, il a su surmonter certaines difficultés. Alors, M. Samuel, c'est bien, M. Samuel, Oui. qu'est-ce que c'est le panafricanisme? Qu'est-ce que vous comprenez par le panafricanisme? Le panafricanisme, moi je dirais que c'est cette manière de reconnaissance de l'Africain en tant que, comme nous le vivons. C'est-à-dire qu'on se place, on s'identifie en Africain. On lutte contre l'impérialisme, c'est-à-dire la soumission qu'on nous impose de l'extérieur. Alors, quel est le premier principe du panafricanisme? Parce que beaucoup de gens ne comprennent pas ce mot qui est très beau à entendre, mais on a l'impression que les Africains ou les jeunes Africains ne comprennent pas exactement ce que c'est le panafricanisme. Voilà le problème africain. Au premier abord, à travers nos éducations, nous a démontré que le sous-développement en Afrique, c'est une fatalité. Rien ne peut marcher en Afrique. C'est comme ça que l'Occident a essayé de démontrer par ses médias et autres que l'Afrique, c'est les maladies, c'est les guerres. Maintenant, ceux qui essaient de relever le niveau de l'Afrique sur le plan médiatique, ceux qui essaient de faire connaître les valeurs africaines peuvent être identifiés comme les panafricanistes. D'accord. Nous prenons un appel là tout de suite. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? Allô? Oui, allô? Allô, vous m'entendez, monsieur? Oui, je vous entends. Non, je vous demande votre nom, s'il vous plaît. Par rapport au message, à l'émission qui est en train d'être diffusée maintenant, en direct. Oui. J'appelle depuis la Belgique. D'accord, monsieur. Oui, on avait posé une question, mais qui n'a pas été répondue, là. Laquelle? Il y a de cela 5 minutes, 5 ou 10 minutes qu'on a posé. Vous vous rappelez pas de la question, monsieur? Sankara. Avez-vous une question à poser, monsieur? Allô? Oui, allô? Vous m'entendez, monsieur? Je vous entends très bien. Ok. Au fait, c'est par rapport au leader charismatique Thomas Sankara. Oui, allez-y. Oui, voilà. Au fait, c'est pour dire, c'est par rapport à l'émission qui est en train qui est à l'écran actuellement. Au fait, c'est mon point de vue par rapport à cet homme qui a disparu. Oui, allez-y, donnez votre point de vue, monsieur. Allô? Oui, allô, donnez votre point de vue. Allô? Allô? Allô, allô, je vous entends très bien. Ah, ok, je vous entends maintenant. D'accord, allez-y. C'est quoi votre point de vue, s'il vous plaît? Voilà, monsieur, au fait, Thomas Sankara, il est mort, moi je n'étais pas encore né. Allô? Oui, allô? Allez-y. Donc je disais que Thomas Sankara, il est mort, je n'étais pas encore né. Mais néanmoins, l'histoire que j'ai reçue à l'école m'a permis quand même de découvrir un homme d'État digne de l'Afrique, qui malheureusement n'a pas pu montrer, comment on l'appelle, ses preuves par rapport à ce qu'il pensait à l'Afrique. Et selon mes propres intentions et selon mes propres analyses,
cet homme a été abattu à cause de son engagement vis-à-vis du développement de l'Afrique. Ils l'ont anéanti parce qu'il avait des idées courageuses qui pourront contribuer à l'indépendance totale de l'Afrique. Étant donné que l'Occident était toujours derrière l'Afrique, parce que l'Afrique fait toujours partie de ce qu'on appelle le patrimoine occidental, ils l'ont abattu pour faire en sorte que le colonialisme continue sous une autre forme. Donc une forme beaucoup plus académique, où l'exploitation de l'Afrique est bien étudiée dans des laboratoires afin d'être démunie de toutes ses forces. D'accord, monsieur. Donc Thomas Sankara faisait partie de ces victimes-là qui faisaient la différence. Oui, oui, ok. Mais malheureusement pour lui, qu'à l'époque, il avait déjà des leaders faits par l'Occident pour contrer tous ces idéaux nouveaux. Monsieur, soyez bref en 5 minutes, s'il vous plaît. Défendre l'Afrique et pour pouvoir contrecarrer toute forme de mouvement. Voilà. Donc, je donne l'exemple, par exemple, de Fouet-Boigny à l'époque, le feu Fouet-Boigny à l'époque de la Côte d'Ivoire, qui était un homme d'État soumis par la France ou l'Afrique, parce que c'est un homme fait par la France. Il a été mis d'État français. Donc tout cela ont contribué à ce que Thomas Sankara soit éliminé, parce que c'était eux qui faisaient la pluie et le beau temps en Afrique. D'accord. Mais un jeune homme issu de l'armée, tout jeune, qui vienne avec des idées novatrices, était inacceptable par rapport à leurs idées. D'accord, monsieur. Donc, bref, merci beaucoup. C'est quelque chose, c'est un des aspects que je voulais dénoncer ici. Merci beaucoup, monsieur. Il n'y a plus de tabou là-dessus. Tout le monde sait bien les causes de la mort de Thomas Sankara. Il ne faudrait plus qu'on fasse d'illusions là-dessus et que lumière soit faite sur son décès. On sait qu'il ne va plus revenir, mais que ça ne se repose plus à jamais en Afrique. D'accord, monsieur. Donc, toutes les formes de dictature en Afrique, essayons de faire en sorte qu'elles soient bannies et que l'Occident laisse l'Afrique tranquille et qu'elle se développe par rapport à ses moyens. Et c'était même l'idéologie principale de Thomas Sankara. D'accord, monsieur. Voilà. Merci beaucoup. Comptons sur nos forces. Merci beaucoup. Alors, monsieur, contribuons au développement de nos propres terres. Et ça devrait aller, ça devrait marcher. Maintenant, toutes les décisions viennent de l'Occident. Nous sommes soumis au FMI. Tous nos gouvernements doivent présenter les budgets nationaux au FMI qui doivent être adoptés par D'accord, monsieur. On n'est jamais libre. Alors, allez-y, monsieur Samuel. Alors, le panafricanisme. Ça, c'est mon avis par rapport à cette émission. Allez-y. Merci, monsieur. Je disais que le panafricanisme est un système que je peux résumer comme des moyens ou de toute organisation qui permet à s'identifier comme africain. Pas celui-là que l'Occident a voulu. Parce que quand le monsieur le disait tout à l'heure, quand vous jetez un coup d'œil, au moins quand on parle aujourd'hui de la mort de Sankara, il n'est pas le seul tué dans ce sens. Et puis il n'y a pas que les Africains qui sont tués dans ce sens. Vous serez étonné, c'est dans ce sens que le président américain, comment l'appelle-t-on, Kennedy a été tué. C'est pour la lutte contre la classe riche. Si vous jetez un coup d'œil, vous reculez un peu, vous trouverez la mort d'Abraham Lincoln quand il luttait contre l'esclavage. Donc, c'est un système, quand quelqu'un veut se lever un peu comme l'oligarchie, comme on l'appelle, la finance, la haute finance, comme on le dit, il est écrasé. On a vu Samora Machel qui luttait pour le développement de l'Afrique dans le temps. On a vu Sylvanus Olympio, le Togolais.
On a vu Lumumba, celui de Kinshasa, et puis il y en a tant d'autres. Mais ce qui a fait la particularité de Thomas Sankara sur cet échiquier, c'est parce que il faut jeter un coup d'œil sur la politique africaine dans le temps. Thomas Sankara. Restons dans le panafricanisme. Donc le panafricanisme, c'est ces messieurs-là avec leur méthode. Moi, je résume ça en cette lutte-là, la lutte en profondeur des Africains pour se identifier par rapport à l'Occident. C'est ça le panafricanisme. Alors, M. Diawa, la différence entre le sankarisme et le panafricanisme. Le sankarisme, je décrirais le sankarisme, c'était une manière à Thomas Sankara de prendre l'Afrique ou bien de prendre sa façon de faire à un autre level différent. Parce que Thomas Sankara avait sa manière de faire. Sa manière de faire peut-être ne conviendrait pas pour un début. Mais au fur et à mesure qu'il avançait, il arrivait à convaincre les gens, à leur faire comprendre que c'était la bonne manière, que c'était la bonne voie pour sortir de l'ornière, pour être autosuffisant, pour être dépendant de l'Afrique, disons de l'Europe et du reste du monde. Je veux dire, l'idéologie de Sankara et le panafricanisme, il y a des points communs, mais les points de divergence, où est-ce qu'ils se séparent? Où est-ce que Sankara fait la différence? Sankara, il fait la différence, à ma vision de la chose, Sankara, il fait la différence parce qu'il n'avait pas froid aux yeux de dire ce qu'il a à dire et comment le dire. Parce que, reconnaissons une chose, il y a pas mal de présidents africains aujourd'hui qui ont l'intention de s'auto-identifier, mais ont peur de quelle manière, ils ne savent pas de quelle manière il faut approcher pour s'auto-identifier. Pour Sankara, il n'y avait pas de manière. Sa manière, c'était sa vision de voir les choses, sa manière de comprendre les choses, et il a toujours pensé que c'était de cette manière-là, il ne fallait pas tourner autour du pot, il fallait aller droit au but, le dire et le dire à sa manière. Que ce soit la manière que les Européens veulent l'entendre, ou bien que les Occidentaux veulent l'entendre, lui, il ne se souciait pas beaucoup de ça. Ses soucis, c'était quoi? C'était tout simplement dire quelque chose qu'il a en tête, il avait une idéologie, et le mettre sur la place publique, et à sa manière. Alors, M. Alassane, est-ce que le Burkinabé, avant de connaître Thomas Sankara, avait une connaissance sur le panafricanisme? Bon, le panafricanisme, il y a eu beaucoup de chantres du panafricanisme. Bon, c'était même dans les écoles, bon, on parlait du panafricanisme, on parlait de Sékou Touré, de Lumumba, de Kwame Nkrumah, qui, à leur sens, avaient voulu que l'Afrique se réunisse, s'identifie, utilise leurs propres forces, bon, bien avant de compter sur l'étranger. Donc, le panafricanisme existait bien longtemps, mais sa mise en application qui faisait problème. Et vous estimez que c'est Sankara qui... Oui, tout à fait. Sankara a fait de sa manière pour faire passer le message du panafricanisme en fait. Allô? Oui, allô, s'il vous plaît. Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour. Alors, on a essayé d'appeler tout à l'heure, mais c'est mon collègue béninois qui est intervenu. Alors, mon nom est Amadou, j'appelle de la Belgique. Merci Amadou, allez-y, votre question s'il vous plaît. Voilà, je vous remercie beaucoup, comme l'a dit tout à l'heure mon ami béninois. C'est une émission très intéressante et ça fait plaisir qu'on parle des grands hommes comme Thomas Sankara. Je ne vais pas trop m'atteler sur trop de messages inutiles, mais je pense que Thomas Sankara, on aura encore des Thomas Sankara à l'avenir en Afrique, n'est-ce pas? Parce qu'il a quand même incarné un certain charisme, comme disaient vos collègues en face, n'est-ce pas? Et ce charisme, je pense, doit être suivi, cet exemple doit être suivi par tous les jeunes Africains dans le futur. Mais bon, vous le savez tous, hein, il y a les forces obscures, n'est-ce pas? Quand on commence un peu à s'opposer aux idéaux des forces obscures, que moi j'appelle les forces obscures de l'Occident, ça commence à être compliqué. Et donc, c'est une très très bonne chose que vous ayez fait cette émission pour quelque part ouvrir l'esprit des différents Africains, parce que de toutes les façons, l'Afrique c'est l'avenir. Il faudrait que tout le monde le sache, et l'Afrique pour nous, n'est-ce pas, c'est l'Afrique, on doit tous combattre dans le même sens,
Et je dirais, bon, c'était une autre façon à Thomas Sankara. Certes, il a fait des erreurs politiques de jeune, mais je pense que tous les Africains que nous sommes devions prendre l'exemple sur cet homme-là. Je vous remercie et continuez dans ce sens et vive l'Afrique. Merci, nous apprécions. Merci, nous apprécions. Alors, monsieur... Je vais ajouter une Allez-y. Oui. Quand vous prenez le cas de Sankara, ce qui a fait l'identité de Sankara, c'est parce qu'il faut voir le niveau de Sankara. Sankara est président de la République, le chef de l'État burkinabé. C'est ça qui a fait que son histoire est aujourd'hui mondiale. Si Thomas Sankara était comme un secret, même jusqu'au niveau du secrétariat général de l'UA, peut-être il n'aurait pas eu cet engouement aujourd'hui. Parce que il faut voir les autres chefs d'État africains, c'est un. Et de deux, il n'y avait pas de médias comme ça en Afrique dans le temps. Alors les Africains, ils écoutaient difficilement les nouvelles de l'Afrique même. Je me rappelle très bien, dans ce temps, si tu veux, les nouvelles de l'Afrique, c'est RFI, France Internationale, ou bien. Mais la radio France Internationale, c'est des informations orientées de l'Occident pour nous éduquer à leur manière. Mais aujourd'hui, je pense que c'est cette montée, ce poste qu'a occupé M. Sankara, qui fait aujourd'hui que son histoire est plus entendue que les autres. Vous pensez... Oui, c'est ce que je pense. C'est pas plutôt ses idées, son courage? Oui, je reconnais, parce qu'il n'y a pas eu seulement Sankara qui s'est focalisé sur ces idées-là. Il y a eu avant Sankara. Mais seulement parce que la médiatisation n'a pas suivi, c'est un. Et puis de deux, Thomas Sankara, il parle où? Le monsieur prend son micro à New York, il dit ce qu'il pense. Alors qu'il y a des Africains qui n'ont pas la chance de se placer à ce niveau-là. Aujourd'hui, je vais te nommer quelqu'un. Est-ce que vous connaissez monsieur Seka, Semi Seka ou bien Semi Beka? Non, Kémy Séba. Kémy Séba. Oui. Vous le connaissez? Oui. Portez votre connaissance sur ce monsieur, analysez-le un peu, vous verrez à peu près ce que je dis. Ce monsieur n'est pas très loin de Sankara, ou un peu plus que les... Nous allons arriver, j'ai prévu des questions sur ce... Merci beaucoup. Nous allons arriver. Merci beaucoup, on continue. Alors, donc, jusqu'à présent, le sankarisme, à vous entendre, est en fait l'application du panafricanisme. Dans toute sa réalité, en fait. Oh. Est-ce que M. Alassane, Thomas Sankara, avec quel âge? La trentaine? Oh, il est arrivé au pouvoir à l'âge de 33 ans. 33 ans. Oui. Il y est resté Est-ce pendant que 4 ans. vous pensez que c'était pas un peu trop osé de sa part de rêver grand? Bon, avec, Parce que non seulement Thomas Sankara, on a l'impression qu'en fait cet homme parlait pour les Africains noirs en fait, mais qu'il utilisait le Burkina comme une façade. J'ai l'impression que c'est ça. Qu'est-ce que vous dites, monsieur? Bon, en fait, il y avait cette fougue de la jeunesse, mais bon, je me suis rendu compte aussi qu'il voulait faire beaucoup de choses en un temps record. Bon, parce que je me rappelle bien de son discours à la tribune des Nations Unies, où il disait que depuis plus de 20 ans durant, bon, l'Occident nous a vendu des méthodes, des modèles de développement qui n'ont pas vraiment servi à Et au Burkina, combien de discours Thomas a fait? Bon, je ne peux pas dire beaucoup de discours, je ne connais pas exactement le nombre. Beaucoup de discours? Oui, parce que... Et c'était quel avait le caractère de ce discours? Tu dis? Le caractère du discours de Thomas au Burkina. Enfin, le caractère de son discours. Parce qu'est-ce que qu'il voulait faire ressortir son discours à l'extérieur, oui. Lorsqu'il va à Addis Abeba ou qu'il rencontre les Occidentaux, oui. il parle d'un discours africain. Oui. Il résume. Mais alors, est-ce que c'est le même discours oui. au Burkina ou plutôt au Burkina, il a un discours burkinabé? Non, tout ce qu'il dit à l'extérieur, il est dit au Burkina. Tout ce qu'il dit au Burkina, il est dit à l'extérieur. C'est votre avis aussi, M. Diawara? Sankara avait cette fougue-là, de la patrie. La patrie. Sankara a toujours parlé de la patrie.
C'est ça. Il a toujours parlé de la patrie. Parce que son mot d'ordre, c'est la patrie ou la mort. Allez-y, allez-y, allez-y. Allez-y. Son mot d'ordre, c'était la patrie ou la mort. Sankara a toujours... Allô? S'il vous plaît. Allô, oui? Allez-y, monsieur. Allô, oui, Allez-y. bonjour. Bonjour, bonjour. Oui, oui, c'est M. Ahmad qui appelle, quoi. Je voulais juste intervenir sur le point de vue que l'un de tes invités disait à propos de Thomas Sankara. Oui, allez-y. Bon, ce que moi je trouvais à Thomas Sankara, c'était le charisme qu'il avait. Le charisme qu'il avait ne venait pas seulement de lui. D'abord, il faut voir l'histoire. Il venait d'une famille militaire. Ses parents ont milité dans la Deuxième Guerre mondiale. Il avait une connaissance approfondie sur l'amour de l'Afrique et puis l'esprit patriotisme. Et c'est là ce qui l'a poussé vraiment à faire tout afin qu'il puisse récupérer le pouvoir. Je vais intervenir parce que vous avez parlé de l'âge. 31 ans, 32 ans, il faut voir les leaders africains. Kwame Nkrumah, Lumumba, les gens qui ont parlé de Allô? Oui, allô, on vous écoute, monsieur. Allô, la réception n'est pas bonne, mais les gens qui ont parlé de panafricanisme, ils avaient plus de 30 d'années. C'est-à-dire que ce n'est pas l'âge qui va le pousser à devenir un leader dans un pays. C'est l'amour patriotique. Et malheureusement, ils n'ont pas compris quand ils ont pris le pouvoir à leur propre sécurité. Et c'est pour cette raison qu'on est assis aujourd'hui de parler d'âge. Merci beaucoup et puis continuez votre émission. Merci beaucoup. Allez-y, monsieur Devra, continuez. Oui, j'ai parlé du mot patrie. Patrie, Oui. je me rappelle encore, j'ai lu quelque part sur le web site de Thomas Sankara qui disait que lors d'un discours, il avait parlé de sa patrie 59 fois. Exactement. 59 fois. Mais son discours Donc, à l'extérieur, c'est plutôt... On dirait son qu'il parle du discours, continent. Son discours, Sankara était un peu en avance de lui-même. Pourquoi je le dis? Il avait l'amour de sa patrie, mais il avait vu encore beaucoup plus loin. Il se faisait le plaisir de plaider pour le chef d'État africain quand il était à Addis Abeba. Non, Pendant en fait, ce que je veux dire, c'est que quand il parle de sa patrie au Burkina, quand Oui. il parle de la patrie, Oui. son ennemi direct, c'est la France. C'est la France. Quand il parle de l'Afrique, son ennemi Son direct... ennemi direct, c'est les Occidentaux d'une manière. C'est l'Occident en un mot. Parce qu'il a toujours fait comprendre, partout où il a passé, quand il parle de dette, qui nous donne les crédits. C'est l'Occident qui nous donne des crédits. Quand il disait qu'aucun chef d'État ici ne peut se lever les doigts pour dire qu'il n'a pas de dette, ou bien qu'il peut se lever pour prendre son avion, aller à la FMI pour payer leurs dettes. En fait, il ne parle pas seulement de la France. La France, le Burkina a été colonisé par la France, d'accord? Oui. Oui. Oui, enfin, vous avez mentionné le mot ennemi, je ne sais pas, bon, enfin, pour Sankara, ce n'est pas question d'ennemi. Non, il le disait pas. Oui, Mais oui. c'était en fait ça, cela. Non, Parce qu'il était intransigeant. Oui, mais en fait, il voulait établir une coopération gagnant-gagnant entre l'Occident et puis l'Afrique, au lieu que, bon, l'Occident se sert. Êtes-vous sûr que M. Thomas Sankara voulait cela? Parce que dans l'un de ses discours, il dit il n'y a pas de morale, il n'y a pas de même morale pour les pauvres et les riches. Il ne peut pas y avoir de gagnant-gagnant dans ce moment-là, à ce moment-là. Justement, voilà pourquoi il a voulu quand même que la nature des relations entre l'Occident et nos pays africains change. Qu'est-ce que vous dites, M. Samuel? Voilà. Quand Thomas Sankara parle de relations Oui. avec les États, il juge les États sur le même pied d'égalité. Ça veut dire quoi? La France est un pays indépendant, le Burkina est un pays indépendant. Alors, les relations entre la France et le Burkina, qu'elle soit vendeur de ce qu'il produit, la France acheteur de ce qu'il achète. Mais au contraire, quand vous approchez la gestion de nos pays africains, surtout francophones, c'est catastrophique. Tout à fait. Pourquoi je le dis?
Je ne suis pas là pour développer la gestion de nos pays sur le plan économique et autres, mais ça me ramène à faire un coup là-dessus. Parce que quand vous voyez par exemple l'organisation de la BCEAO qui gère la monnaie africaine, puisqu'on ne peut pas parler de développement des pays africains sans parler de la BCEAO. Ouais. L'organisation de la BCEAO, que ce soit la BEAC, la BCEAO et puis le BCC, c'est la même chose. Et la France a sa voix de veto sur ces pays. Comment un pays souverain, comme on le dit, indépendant, peut se développer avec une gestion économique de l'extérieur? Par qui? Par celui-là qui achète les produits des pays-là. Oui. Ça ne peut pas se faire. Jamais. OK? Et quand Sankara arrive avec ses mots, on sent en lui, il le dit et il l'applique. C'est ça qui est dangereux. Je donne ce que Sankara a dit par rapport à son développement, par rapport à ce que M. Idriss Déby a dit la fois passée, en demandant que les pays africains peuvent commencer par se désolidariser du franc CFA. Il n'a pas, personnellement, je juge qu'il ne pouvait pas le dire. Parce que M. Idriss Déby est chef de l'État tchadien, il a la possibilité de soulever un problème au niveau de la conférence des chefs d'État qui gère le franc au niveau de la BEAC. Il a son ministre de l'économie et des finances qui participe à la conférence des ministres. Donc il a tous les moyens pour poser le problème. Il n'est pas obligé de venir le médiatiser. D'accord. Mais Sankara, quand il le dit, il applique. D'accord, mais lorsque Sankara dit le riche et le pauvre, il n'y a pas de même morale. La morale est totalement différente. C'est à ce point-là. Alors, comment... Non, la question c'est soyons quand même réalistes. Ouais. Le riche, j'ai besoin du riche. Le riche a besoin du pauvre. Ouais. Mais le pauvre lui dit, nous n'avons pas la même morale. Ouais. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Parce que vous n'avez pas demandé aux riches de devenir pauvres. Vous n'avez pas demandé aux pauvres de devenir riches d'un coup. Donc il y a vraiment une différence. Mais je crois qu'il voulait passer un message, à mon avis, qu'on ne pourra pas collaborer tant que vous aurez domination sur nous. C'est un peu ça. Je ne sais pas. Allez-y. Voilà ce que je ne voulais pas introduire dans cette compréhension de ce que M. Sankara est en train de développer. Ouais. C'est le fait qu'on ne peut pas coopérer ou bien on ne peut pas rester ensemble. Quand tu jettes un coup de... Même au niveau des États-Unis, nous sommes aux États-Unis, c'est pourquoi je donne cet exemple. Quand Romney et Barack Obama étaient sur le podium pour débattre de l'économie américaine, on sentait, il le disait, que Romney n'est pas lié à la population américaine. Est-ce que Romney n'est pas américain? Allez-y. Mais son style de vie, là où il est aujourd'hui, ne peut pas comprendre ce qui se passe dans le bas des Américains. L'Américain. Il ne peut pas le faire. Il ne peut pas comprendre. Donc, lui, Obama, il est plus à comprendre la souffrance américaine que M. Romney. Quand Sankara dit que le riche et le pauvre ne peuvent pas, ne disent pas la même chose, c'est vrai. Quand la France vient chez nous pour négocier, si la France nous considère comme pauvres, il nous laisse, en tant que pauvres, négocier ce que nous voulons. Mais malheureusement, les textes sont écrits et les Africains signent. Donc ce n'est pas une négociation. Oui, mais c'est la raison pour laquelle je disais ceci. On peut le faire d'une autre manière, sans heurts. C'est ce qu'il demandait. On peut le faire d'une autre manière, sans heurts. Pas forcément l'imposer. Vous comprenez? Allez-y. Parce que je vais revenir à ce que j'avais dit. Quand vous prenez, par exemple, les pays de l'Afrique francophone, ils sont 15, et que leur matière première, qui n'est même pas achetée à leur valeur exacte, ok, et que ces revenus de ces produits, les coûts de ces produits sont amassés sur les comptes français. Je prends les comptes d'opération de la Banque de France ou du Trésor français. Oui. Et que ces pays-là, qui ont vendu leurs matières premières, sont obligés de quémander de l'argent encore à la France avant de se servir. Est-ce que vous pensez que c'est normal? Non, non, justement, c'est ce que Sankara dénonçait. C'est la raison pour laquelle je dis ceci.
lorsque Sankara refuse toute aide conditionnée, il ne prend aucune aide, il n'utilise que l'aide de son peuple. Oui. C'est un peu, est-ce que ce n'est pas un peu indirectement couper les ponts avec tout le monde? Non, là, Parce qu'il y a un moment où il s'est senti isolé sur la scène mondiale. non, là, je rectifie un peu parce que Sankara ne refusait pas l'aide. Seulement, il dit que il veut l'aide qui est conditionnée, l'aide qui est destinée à le maintenir dans la pauvreté, dans cette dépendance. C'est cette sorte d'aide, il n'en a pas besoin. Justement. Ouais. Et or, mondialement, universellement, on ne peut pas aider sans qu'il y ait conditions. Soyons réalistes. Oui. Ça veut dire que Thomas Sankara avait décidé d'isoler le Burkinabé. N'est-ce pas cela? Qu'est-ce que vous dites, M. Diawara? Pas forcément. Moi, je ne vois pas la chose. Avec quel pays Sankara en Afrique a collaboré? Là, c'est une autre... Puisque la mère patrie de la Côte d'Ivoire était devenue son ennemi. Oui, là, c'est une autre question. C'est ce que je disais. Sankara, sa vision était beaucoup plus loin. Ce que mon frère Alassane a dit, Sankara a voulu faire autant de choses en un laps de temps. C'était pas un peu trop relevé? C'était trop relevé et ça avait ses risques. Et finalement, ça lui a coûté la vie. Parce que quand Sankara s'attaquait à un président comme... Oui, allô? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Oui, allô? Oui, bonsoir monsieur, encore monsieur Diallo là, de la Belgique. D'accord, M. Diallo, allez-y, en 5 minutes, s'il vous plaît. Ok, donc je voulais un peu réagir sur justement le débat des ressources minières ou des ressources qui sont amassées dans les banques africaines. Mais vous savez, l'Afrique, hein, comme vous le savez tous d'ailleurs, j'arrive un peu, nous sommes gérés à partir de l'Occident. Il faudrait que les pays africains, moi à mon avis, fassent une réforme, n'est-ce pas, du gain de ces ressources minières, de ces ressources du pays, et que ça soit vraiment géré par nos gouvernements. Ok, nous, l'Afrique, nous possédons des ressources minières, nous possédons d'autres ressources, mais il faudrait bien que ces ressources-là soient vendues ailleurs. Mais justement, il faudrait que, pour cela, pour que ça soit vendu à sa valeur égale, il faudrait, à mon avis, que les dirigeants africains, n'est-ce pas, fassent une politique de gestion, de bonne gestion de ces ressources-là, n'est-ce pas? D'accord, monsieur. D'accord, monsieur Dello. Merci, nous vous remercions. Et donc, il est facile de dire, que ces ressources se retrouvent de l'autre côté de l'océan. Mais bon, c'est nous, à nous les Africains, n'est-ce pas, sous une autre forme de Thomas Sankara, qui devait être capable de gérer de manière très structurée la répartition de ces ressources-là pour l'Afrique. Moi-même qui vous parle, je travaille dans le domaine minier. Je sais, je ne vais pas rentrer dans certains détails, je sais quels sont les contrats qui sont signés par rapport à ces grandes sociétés minières qui sont implémentées soit aux États-Unis ou en Europe, n'est-ce pas? Donc pour moi, il doit y avoir un changement de fond et de forme pour la gestion de l'Afrique. Ok, on parle de Thomas Sankara, n'est-ce pas? Ça ne doit pas s'arrêter qu'à Thomas Sankara. Ça doit être égal à tous les pays en Afrique. D'accord, M. Diallo, nous vous remercions. Allez-y, monsieur. Je disais tout de suite que quand Thomas Sankara s'attaquait à un président comme Houphouët-Boigny, quand Thomas Sankara s'attaquait tout de suite à un président comme Moussa Traoré, à l'époque, c'était des pions de la France, c'était des gens qui n'avaient aucun problème à être donné des ordres ou bien à exécuter des ordres de la France. Donc Thomas Sankara, un jeune président, Thomas Sankara a 33 ans, qui prend les destinées du Burkina Faso, qui amène ses idéaux et ses idéologies. Comment doit-il faire avancer le Burkina Faso? Et en même temps qu'il veut s'attaquer aussi à Houphouët-Boigny, qui veut s'attaquer à certains présidents qui font frontière avec lui. Donc c'était imminent que Thomas Sankara, il courait des risques. C'était imminent que Thomas Sankara ne pouvait pas résister pendant longtemps, puisque l'Europe ne l'aime pas pour sa manière de faire les choses. Alors, vous donnez raison à François Mitterrand qui dit qu'il était prétentieux. Il était prétentieux,
Et il n'y a rien de mal à être prétentieux. Mais Être prétentieux, je pense que ça dénote d'un manque de maturité quelque part. Monsieur Samuel, vous êtes d'accord? Je suis moi-même un fan de Thomas Sankara. Oui. Et je me rappelle très bien quand Thomas Sankara a été tué en 87 et j'étais malade. Parce que je lisais beaucoup avec des écrits de le malgache là, qui est décédé. Senen Andrea Mirado. Senen Andrea Mirado. Ah, oui. C'est lui qui a fait les premières écritures je dirais même de sa biographie et autres, pour faire connaître Thomas Sankara par les Africains à travers, comment l'appelle-t-on, les jeunes Africains dans le temps. Bon, ok. Mais pour ce qui concerne la maturité, ou comment le dirais-je, vous parlez de la jeunesse de Sankara, personnellement, je trouve que Sankara a fait ce qu'il devait faire. Et ceux qui l'ont tué étaient très méchants. Sankara, par son âge, il n'est pas le premier à la trentaine pour prendre un pouvoir en Afrique. Nous avons vu Samuel Doe qui a pris le pouvoir à l'âge de 27 ans. John Jerry Rawlings à côté qui a pris le pouvoir à l'âge de 28-30 ans. Et puis Thomas Sankara, à 33 ans, n'a commis aucune erreur. Mais comme ils disent que Thomas Sankara a eu tellement de popularité, il a oublié sa garde, il faisait quoi. Mais est-ce que M. Obama des États-Unis n'arrive pas à rentrer dans la population pour leur dire bonjour, bonsoir? Est-ce qu'il ne le fait pas? Chers amis, Thomas Sankara est mort, c'est vrai. On l'a tué. Ceux qui l'ont tué étaient très méchants. Il n'y a pas un problème de garantie qu'il devait faire, qu'on ne devait pas le tuer. Ou bien il fait le jeu que les anciens chefs d'État africains faisaient jusqu'à ce jour, où ils mettaient l'Afrique dans les poches de l'Occident. Donc vous voulez dire qu'il savait que le chemin qu'il avait emboîté, On va le tuer. on allait le Oui, tuer. c'est normal. Et il encourait des risques. Et il encourait le risque. Alors- C'est comme Lumumba, quand on allait en tuer Lumumba s'est retourné assez joli, il leur a dit, vous m'amenez pour aller tuer. Je sais que vous allez me tuer. Mais ça ne l'empêche pas de tourner le dos à son idéologie, à sa personne, à sa vocation, à sa valeur. Est-ce que c'est pas un peu égoïste? De se faire tuer. Écoutez, est-ce que c'est pas un peu égoïste de se faire tuer et qu'après, que le peuple burkinabé n'a pas pu, après la mort de Thomas Sankara, relever la tête, relever le défi? Monsieur Alassane, qu'est-ce que Non, vous en dites? fait, je dirais que quand Sankara est venu au pouvoir, il a essayé aussi de changer la mentalité Vous de dites la bien population. essayer. Vous Ouais, dites ouais, essayer. Il Il a réussi ou il a essayé? Et il a essayé, bon, quelque part il a réussi parce que il a mis en place ce qu'on appelle il y avait des comités pour Oui. sensibiliser, éduquer les gens. Bon, il y Ça, avait- c'est de son vivant. Oh, de son vivant. Mais après sa mort, Oui, bon, il n'y a pas eu de relève en tant que tel. ni de la population, ni de personne. Oh, oui, bon, Tout parce le que- monde est resté. oui, en fait, abattu, parce qu'il y a un système d'oppression. choc. Il y a un système d'oppression qui s'est Mais mis je en- pense qu'il y avait un système de en pression place. quand il a pris le pouvoir, Thomas Sankara. Il y avait un système Ouais, dont la population n'était pas d'accord. bon, même si on parlait d'oppression, c'est oppressé dans le sens d'améliorer les conditions de vie de la population parce qu'il a lui-même donné l'exemple. Il a, dans le domaine de la santé, l'éducation, le logement, l'agriculture. Monsieur Samuel, vous fils de il- Thomas il a- Sankara, qu'est-ce que vous dites sur ça? Il a quand même. Mais Après sa mort, Oui. Pourquoi toute une population qu'il a tenté d'éduquer ou qu'il a réussi à éduquer Oui. n'ont pas pu relever la tête pour dire que la révolution continue toujours Voilà le problème. et que notre système ne vienne pas. Voilà le problème. L'homme intègre Le- burkinabé, Je- on ne l'a pas vu après la mort de Thomas Voilà le Sankara. problème. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Burkina était indépendant en 1960. Il faut voir ça. Les gens ont pris 20, 30 ans pour gérer le Burkina avant l'arrivée même de Thomas Sankara. Et comme vous le savez, tout changement a toujours connu des heures. Le changement, quand on parle de changement, l'être humain dans son ADN n'accepte pas le changement en tant que tel. Non, mais où voulons en arriver là? C'est pour vous démontrer que quand Thomas Sankara a commencé le changement au sein de la population burkinabé, ce n'est pas une affaire de... Comment le dirais-je? De tourner cette page. Non, ça on le sait parce que monsieur Alassane vient de le dire que il a Alors, essayé et qu'il avait réussi. c'est ça? Maintenant, quand au Blaise Compaoré est Après arrivé, sa mort. après sa mort,
il y a eu un étouffement de la population en ce moment. On ne fait pas un coup d'État parce qu'on a, comment l'appelle-t-on, le fusil et on va tirer. C'est une préparation. Le peuple burkinabé, l'étouffement du peuple a été préparé d'avance, avant même d'assassiner Sankara. Alors les Burkinabés ne pouvaient pas réagir. Attends, d'accord, vous allez continuer. On garde le fil. Allez-y. Oui, allô? Allô? Ok, la coupé. Allez-y, ouais. En 63, quand on a tué Olympio... non, restons dans Thomas Sankara. Ouais. Votre idée est très bonne, là. Continuez. C'est ce que je disais que... Avant il même, y a eu l'étouffement avant. Il y a même l'étouffement qui est préparé. Vous connaissez ça, monsieur? À cette période-là, il y a eu déjà... Oui, bon, parce que... Des mauvaises langues, comme on peut dire. Je dirais que quelques 6 mois, sinon même 1 an avant le coup d'État, il y a eu des tracts qu'ils ont commencé à jeter pour dénigrer la révolution, bon, pour dire que... Enfin, ils ont semé la zizanie même au sein des leaders révolutionnaires, pour dire voilà, un tel veut tuer un tel veut tuer un tel. Donc en fait, c'est de cette façon qu'ils ont préparé le terrain pour pouvoir assouvir. Et la population et lui-même Thomas Sankara n'ont rien fait pour pallier à ce... Oh non, Thomas Sankara a été averti à plusieurs reprises. Allez-y, M. Diawara, oui. Et je dirais que Thomas Sankara avait eu tellement confiance en qui? À Blaise, avait eu tellement confiance à certains dirigeants de l'armée. Est-ce que ce n'est pas le contraire? Non. Il avait eu confiance. Pourquoi je le dis qu'il avait eu confiance? Pour que ce Thomas Sankara vienne au pouvoir. Ce sont ces mêmes frères d'armes, les Blaise Compaoré, qui ont renversé le régime pour mettre Thomas Sankara au pouvoir. Est-ce que vous me comprenez? En fait, ce n'est pas Thomas qui s'est mis au pouvoir, c'est ses amis qui l'ont mis au au pouvoir. Ce sont ses amis qui ont renversé, qui l'ont porté au pouvoir. Donc, exactement. Donc avec cette confiance que Thomas a, même s'il savait qu'il courait des risques, mais n'avait aucune idée de où la défaillance pouvait venir. Mais il avait cru quelque chose peut l'arriver, mais pas du côté de Blaise, pas du côté de certaines personnes comme les Yacinthe, les Lingali et consorts. Non. Il ne l'avait pas mis dans sa tête. Est-ce que ça ne dénote pas une certaine naïveté de sa part? Voilà pourquoi on parle d'une naïveté, quelque part, de Thomas Sankara. Un président, je vais revenir un tout peu en arrière. Thomas Sankara était en contact avec la classe ouvrière, d'accord, la base. Mais un président qui se permet de rouler en vélo, écoutez-moi bien, un président d'une république, tu cours des risques de te faire assassiner par n'importe qui. Oh, vous savez, il n'y avait pas que lui, Mariam Gabi le faisait. Hein? Oui, je n'en dis combien pas. Mais Thomas Sankara, dans son cas précis, quelqu'un qui dénonce tout ce qui se passe dans l'Occident, quelqu'un qui va sur les tribunes des Nations Unies, d'Addis Abeba, dans l'Union africaine, qui dit comme il l'entend, c'est même Thomas Sankara doit savoir que même s'il était aimé par le peuple burkinabé, il y aura toujours, c'est ce que nous assistons de nos jours en Afrique. On a porté Thomas Sankara au pouvoir après. Ces mêmes ennemis de l'Afrique, ces mêmes ennemis du Burkina Faso se sont rendus compte à un moment donné que nous avons commis une erreur. Et ce sont ces mêmes gens-là, c'est ce qu'on dit dans l'armée, qui règne par les armes, périra par les armes. En vérité. Donc, Thomas Sankara a payé par les armes. A payé par les armes. Mais il aurait dû payer d'une autre manière. Monsieur Lassane. Oui. Bon, enfin, je ne dirais pas de façon tranchante que Thomas Sankara a régné par les armes, parce que, de sa nature même, c'est quelqu'un qui aime les débats, les idées. C'est un homme, il veut convaincre par les idées. Bon, en fait, quand on essaie de voir les grands révolutionnaires qui ont duré au pays, ceux avec qui ils ont fait chemin, ils les ont éliminés au fil du temps. Il aurait dû le savoir lui-même. Oh, mais Sankara ne l'a pas fait, il était humaniste. Donc, il a voulu quand même convaincre tous ceux qui s'opposaient à lui, les convaincre par des idées. C'était sa façon de voir ou de faire. Oui, monsieur Samuel. Je serais pas avec les amis, mais je dirais ceci. Si Thomas Sankara prônait l'évolution de son peuple et au même moment creuse un fossé entre lui et le peuple, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il fait? Merci. Alors, Thomas Sankara, je l'ai dit, il disait des choses qu'il faisait. Il appliquait, il démontrait au monde que c'est faisable.
Les Africains n'ont pas besoin de présidents forts. Un président caché quelque part qui ne fait même pas de conseil de ministre parce qu'il a peur de sa mort. Non, ce temps-là doit être révolu. C'est ça qu'il a voulu. Est-ce qu'il faut vraiment aller jusqu'à la mort pour libérer son pays ou l'Afrique? Thomas Sankara n'est pas parti jusqu'à la mort. Cette question devait être posée à ceux qui ont tué Thomas Sankara. Non, parce que M. Alassane, vous comprendrez avec nous qu'il savait qu'il allait se faire tuer. Il savait qu'il avait des ennemis. Non, il savait qu'il allait se faire tuer. Thomas Sankara ne s'est pas suicidé. Non, je ne parle pas de suicider. Nous parlons de qu'il était conscient, il était au courant qu'on allait attenter à sa vie. Oui. En étant au courant qu'on allait tenter à sa vie, oui. Avait-il pensé à son peuple à ce moment-là? Est-ce que vous ne lui êtes pas dit qu'il aurait dû faire marche arrière pour que nous vivions toujours avec lui? Moi je dirais tout simplement que ceux qui ont porté Thomas Sankara au pouvoir, Thomas Sankara peut-être s'était dit que même si lui ne vit pas, la révolution va toujours continuer. Parce que ces gens-là ont renversé un régime pour lui porter au pouvoir, pour que la révolution puisse continuer. Et il s'était peut-être dit que après lui, il y aura toujours des gens qui vont continuer avec la révolution. Ça, c'est ma lecture de la chose. C'est ce qu'il pensait. C'est ce qu'il pensait. Et même à la dernière et pourtant, il n'a préparé personne. Et pourtant, c'était une mauvaise lecture de sa part. Parce que ceux qui lui ont porté... Est-ce que ne cherchait-il pas simplement à laisser son nom dans l'histoire? Non, laisser son nom dans l'histoire. Et non, Thomas Sankara, c'était pas l'objectif de Thomas Sankara. Thomas Sankara était un visionniste. Thomas Sankara voulait faire de l'Afrique, donner le courage à ces présidents africains qui n'avaient pas le courage de dire ce qu'ils ont dans leur tête. Et à l'époque, Thomas Sankara, un jeune, un peu naïf dans la politique, ou bien un peu naïf, n'a jamais hésité de dire ce qu'il a dans sa tête, n'a jamais hésité de venir en face de son peuple pour leur dire de quoi il en est. D'accord, M. Diawara, nous allons aller rendre l'antenne pour prendre une pause de 10 minutes. Merci à toi, Malik. Sankara, Thomas Sankara, capitaine Sankara, ce sont des bravos qui t'ont à de tels préjugés, à de telles conceptions. Regardez dans vos assiettes, quand vous mangez, les grains de riz, de maïs, de mil importés, c'est ça l'impérialisme. N'allez pas plus loin. Quand les filles sont en grossesse ou des choses comme ça, on les renvoie. On le laisse, lui, le garçon. Il pose des questions, quoi. Avec lui, il n'est pas facile de dormir en paix. Il ne vous laisse pas la conscience. Si il ne le souhaite pas, il peut sortir, prendre son avion et aller tout de suite à la Banque mondiale, payer. Tu as déjà décidé de le liquider? Certainement. Et pardonnez-moi ce mauvais jeu de mots. Je n'ai pas ici la prétention d'énoncer des dogmes. Je ne suis ni un messie, ni un prophète. Je ne détiens aucune vérité. Nous avons jusqu'ici tendu notre joue. Les chiffres ont été redoublés. Mais le cœur du méchant ne s'est pas attendri. Ils ont piétiné la vérité du juste. Du Christ, ils ont trahi la parole. Ils ont transformé sa croix en massue. Et après qu'il se soit revêtu de sa tunique, ils ont lacéré nos corps et nos âmes. Ils ont obscurci son message. Ils l'ont occidentalisé. Cependant que nous le recevions comme libération universelle. Alors, nos yeux se sont ouverts à la lutte des classes. Il n'y aura plus de chiffres. Sankara, Thomas Sankara, capitaine Sankara, ce sont des bravos qui t'ont
Sankara, Thomas Sankara, capitaine Sankara, ce sont tes parents qui t'ont Pour toutes vos informations en politique, en économie, en sport, en santé, retrouvez Yves Kenao sur Tempo Afrique TV, la station de l'éveil du continent africain. Du nouveau à Minneapolis, Tempo Afrique Travel. Vous voulez voyager? Achetez vos billets d'avion à l'agence de voyage Tempo Afrique Travel. Téléphone 612 729 01 76. Avec l'agence de voyage Tempo Afrique Travel, pas de problème de connexion, pas de problème de transfert de vol. Avec l'agence de voyage Tempo Afrique Travel, c'est le voyage en toute tranquillité, en toute beauté, de votre maison jusqu'à votre destination. Votre satisfaction est notre plaisir. Du nouveau à Minneapolis, Tempo Afrique Travel. Vous voulez voyager? Achetez vos billets d'avion à l'agence de voyage Tempo Afrique Travel. Téléphone 612 729 01 76. Avec l'agence de voyage Tempo Afrique Travel, pas de problème de connexion, pas de problème de transfert de vol. Avec l'agence de voyage Tempo Afrique Travel, c'est le voyage en toute tranquillité, en toute beauté, de votre maison jusqu'à votre destination. Votre satisfaction est notre plaisir.